Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Vous n'avez pas forcément le temps de le développer. Ce side project, je pense qu'il peut devenir un vrai projet. Il fallait que je monte ma boîte. J'ai pris un visa, j'ai lâché mon job et je suis parti. Tu vois. Je suis pas l'entrepreneur qui dit ma boîte c'est mon bébé. Non. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je reçois Hakim Baka, cofondateur de Give, une startup qui sera bien utile en ces temps d'inflation puisqu'elle permet de profiter des dons d'objets ou de nourriture de tout un chacun à travers la France. Hakim, bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, écoute. Très bien, merci de me recevoir. Merci à toi, tu t'es déplacé de Bordeaux, là où est basé Give, pour venir nous voir. C'est très sympa à toi et en plus tu bénéficies de ce tout nouveau décor. Ce sera la première vidéo avec ce décor, je pense, diffusée sur Business School, même sur nos médias, je pense. Donc voilà, tu as l'honneur d'inaugurer cette belle déco. C'est très cool. Alors aujourd'hui, on va parler de Give, mais avant, je voulais parler un peu de ton parcours parce que t'es un de mes rares invités à avoir fait une école de commerce et une prépa. Et donc, du coup, je voulais avoir un peu ton avis sur la prépa. Pourquoi tu as opté pour cette voie-là ? Est-ce que tu as kiffé ? Alors, écoute, moi, j'ai fait mes études, tu vois, mon lycée en région parisienne, quoi. Et après le lycée, je savais pas vraiment vers quoi m'orienter. En fait, la prépa, pour moi, c'était le prolongement du lycée. Tu vois, c'était pour me laisser du temps et des opportunités. Ce qui est cool avec l'école de commerce, c'est que tu as un éventail de métiers qui est presque infini, j'exagère. Moi, aujourd'hui, mes potes d'école d'il y a 15 ans, tu vois, ils font des métiers ultra variés, d'entrepreneur à peintre en bâtiment, tu vois. Donc, c'est vrai. C'est vraiment très varié. Voilà, c'est extrêmement varié. Et donc, j'ai fait une prépa à Paris, à Jacques Decour, dans le 9e, qui était très sympa, qui était une prépa assez équilibrée, tu vois. Moi, j'étais pas un cador au lycée, tu vois. J'étais pas la première de ma classe, ni rien. Donc, je suis pas allé dans une prépa élitiste. J'étais pas un Rocat, ni, tu vois, Louis le Grand, etc. Donc, Jacques Decour, c'était bien. En fait, ça m'allait bien parce que t'avais quand même, on bossait, il y avait un niveau d'exigence qui était quand même assez élevé, mais c'était bienveillant, tu vois, il n'y avait pas une surcompète, etc. J'ai gardé de super bonnes relations avec pas mal de potes de prépa. J'ai fait 3 ans. Bizarrement, moi, j'ai redoublé ma première année, pas la deuxième, pour des raisons perso, c'est pas très important. Mais j'ai bien aimé cette époque parce que, si tu veux, c'est une époque pendant laquelle tu te construis, tu deviens rigoureux, tu bosses pas mal, etc. Tu vois, tu bosses beaucoup, mais tu prends le temps, tu vois, de mûrir un peu aussi, parce que moi, j'ai eu mon bac à 17 ans parce que je suis de fin d'année. 17 ans, je savais pas quoi faire. En fac, je pense que je me serais perdu. Voilà, là, t'es encore très accompagné. C'est un lycée plus, c'est tout. Hein. Et voilà, et puis j'ai passé mes concours et j'ai eu Kedge, à l'époque, ça s'appelait Euromed, c'était en 2004. Oui, c'est vrai que tu as intégré Kedge Marseille. Qu'est-ce que tu retires de ces années en école de commerce ? Franchement, j'ai eu une très bonne expérience. Tu vois, j'ai encore une fois, je reviens toujours à l'entourage, aux amis, tu vois, mais j'ai encore beaucoup d'amis de cette époque-là. Même ma femme a fait la même école, tu vois. Donc, c'est là où tu l'as rencontré ? C'est là où je l'ai rencontré, mais on s'est mis ensemble beaucoup plus tard. Mais ça fait partie de mon réseau, quoi. Et pareil, j'ai eu un parcours en école assez équilibré entre les cours. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de très très attaché au parcours académique. C'est pas que je m'ennuie vite en cours, mais moi j'aime bien apprendre en faisant, tu vois. Donc rester assis et voilà, apprendre en lisant entre guillemets ou en écoutant, c'est pas mon ADN, c'est pas trop mon truc. Mais bon, je faisais quand même le job. Et à côté, par contre, j'étais très engagé dans la vie associative. Ça m'a énormément plu, tu vois. Et avec du recul, c'est là où finalement je me rends compte que j'ai un petit peu chopé le virus de l'entrepreneuriat. Et j'étais au BDE de mon école pendant, tu vois, tu fais ta liste en première année, après tu es au BDE pendant la deuxième année. Moi, je m'occupais de toute la partie soirée. Alors, ça a l'air festif comme ça, de se dire, moi, j'organisais les soirées, mais celui qui organise les soirées, c'est sûrement celui qui en profite le moins. Ouais. Tu vois. Par contre, tu as une obligation de résultat, tu as une petite pression parce que tout le monde attend des nouveaux lieux, des machins, de l'ambiance, enfin voilà. Et puis, tu as des budgets à gérer, voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé justement parce que j'ai un peu pris tout ce qu'il y avait à apprendre en école, tu vois. Donc, par contre, tu vois, encore une fois, j'ai été en école dans l'école de 2004 à 2006. Après, je suis parti à l'étranger, etc. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais donc j'ai goûté à l'entrepreneuriat via les assos, mais il n'y avait pas encore de l'entrepreneuriat tel qu'il est structuré aussi, aujourd'hui dans les écoles, tu vois, et notamment à Kedge. Il n'y avait pas d'incubateur, il n'y avait pas. Même moi, je suis le seul qui finalement a voulu commencer à créer des boîtes en sortant d'école. À l'époque, entre guillemets, la tendance, la mode, c'était plus le conseil, l'audit, les grands groupes, voilà, tu vois, milieu des années 2000, là, les gens voulaient plus finir chez Procter qu'en start-up. Il n'y avait quasiment pas de start-up, c'était juste après la bulle qui a éclaté, enfin voilà. C'est un autre contexte.
Mais d'ailleurs, j'ai vu que tu avais exploré un peu différents secteurs qui n'étaient pas forcément liés à l'entrepreneuriat durant tes études. Tu as fait notamment de l'audit. Et du coup, est-ce que ça t'a servi aujourd'hui pour ton aventure entrepreneuriale ou au contraire, ça t'a juste servi à te dire, bah finalement, l'audit, j'aime pas ça, je veux pas travailler dans un grand groupe, ce que je veux faire, c'est être mon propre boss. C'est exactement ça. En fait, toutes les expériences sont bonnes à prendre, tu vois. En fait, j'ai fait une majeure finance quand j'étais à Kedge parce que après 1 an et demi de cours ultra variés, je me disais les cours en fait, je voulais vraiment entre guillemets rentabiliser mes études, tu vois. Et les cours les plus durs et les plus techniques, c'était les cours de finance, tu vois. J'avais déjà fait le tour du market, de la com, enfin voilà, de toutes les bases. Et du coup, je me suis dit allez, je vais me renforcer un peu sur ces sujets-là. Après, les cabinets d'audit, ils viennent te chercher directement. Donc en fait, ils viennent te chercher dans l'école, il y a des forums, etc. Et j'ai trouvé un stage ultra rapidement. Donc j'ai fait mon premier stage. J'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé la structuration des équipes, le côté très indépendant, très autonome de l'auditeur, tu vois. Par contre, j'ai pas du tout aimé travailler sur du N-1. C'est-à-dire que le rôle de l'auditeur, c'est de contrôler ce que les gens ont fait et pas ce qu'ils vont faire. Donc ça m'a pas du tout en phase avec qui je suis, tu vois, et la manière dont j'envisage les choses. Donc ça m'a pas plu. Mais au moins, ça, tu le sais après coup. Tu vois, tu dis, OK, en fait, non, moi, ce que j'aime faire, c'est travailler sur ce qu'on va faire et pas ce qu'on a fait, tu vois. Et après, par contre, j'ai complètement shifté parce que j'ai fait 2 stages en césure et après, j'ai fait un stage dans la pub. Et après, par contre, j'ai beaucoup travaillé dans la pub. Oui, j'ai vu ça aussi. Tu as pas mal d'expérience, du coup, dans le monde du salariat. Tu t'es pas lancé tout de suite dans ta boîte. Est-ce que tu n'avais pas forcément un désir d'entreprendre au sortir de Kedge ou alors est-ce que tu voulais acquérir un peu d'expérience avant de te lancer? En fait, j'ai beaucoup entrepris en parallèle de ma vie de salarié sur des projets perso avec des petites équipes, etc. Mais très mal. En fait, si tu veux, j'ai fait plein d'erreurs. J'étais pas du tout entouré d'entrepreneurs. Une de mes erreurs à l'époque, c'est ça, c'est d'avoir en fait, de ne pas m'être entouré de gens qui avaient entrepris ou qui voulaient entreprendre, d'avoir un peu travaillé sur des projets perso, un peu dans ma cave, tu vois, à pas vraiment bien les tester, à pas avoir de méthodo, etc. Et aussi de pas y être à plein temps. C'est-à-dire à aucun moment. Après, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, vu qu'il n'y a rien qui décolle, bah, t'as pas vraiment envie de quitter ton job. Et, enfin, tu vois. Et puis j'aimais bien mon job en fait. J'aimais bien aussi le secteur de la pub digitale. J'avais la première grosse boîte sérieuse dans laquelle j'ai travaillé, c'était Skyrock. Ouais, Voilà. j'ai vu ça. Et c'était les Skyblogs qui viennent d'ailleurs tout juste de fermer, tu vois, cette année là. Et c'était une super expérience. Pareil, c'était le début de la pub digitale, etc. Donc il y avait aussi un côté entrepreneurial dans cet environnement, tu vois, qui m'a beaucoup plu. Donc en fait, non, j'ai fait, allez, franchement, peut-être 5-6 projets de création de boîtes avortés, hein, mais entre ma sortie d'école et Give, tu vois. Donc sur peut-être 6, 7, 8 ans. Mais à chaque fois, ça capotait parce que, voilà, mauvaise équipe, ça s'essouffle, enfin voilà, pas structuré, enfin voilà. Mais je pense que ça a quand même été important dans mon apprentissage, tu vois, au long de ces années. Oui, du coup, tu as bossé à Skyrock, donc tu disais sur Skyblog, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est vrai que là, comme ça, et surtout à l'époque où tu as rejoint cette boîte, enfin, cette station de radio qui est aussi une entreprise. Alors, c'est toujours le cas maintenant, mais il y avait une grosse hype autour de Skyrock entre 2000 et 2010. Est-ce que les coulisses étaient aussi fun que ce qu'on envoyait de l'extérieur? C'est une boîte qui est très atypique, tu vois, très très atypique. Donc moi, j'étais vraiment sur la partie digitale, donc les Skyblogs, donc c'était... pour ceux qui connaissent pas, hein, il y en a sûrement beaucoup parce que c'est pas récent, tu vois. C'était donc c'est voilà toute la mouvance des blogs des années 2000, etc. C'était le plus grand réseau européen, donc c'était très gros. On était rien qu'à la régie publicitaire, on était 50 salariés, donc c'est énorme, tu vois. Et à l'époque, le digital faisait plus d'argent, enfin faisait plus de chiffre d'affaires sur le digital que sur la radio, tu vois. Et voilà. Et moi, je suis arrivé un moment un peu critique dans l'histoire de la boîte. Parce que c'était un peu le début de la fin, si tu veux. Parce que c'était pile au moment où Facebook commençait à vraiment cartonner en Europe, où l'offre publicitaire était très performante. Et voilà. Et du coup, ce réseau qui était puissant devait se réinventer aussi sur son offre publicitaire, sur les mécaniques, devenir innovant, tu vois. Donc c'était super intéressant. Moi, je suis arrivé en 2010, j'en suis parti fin 2012, donc je suis presque resté 3 ans. Et voilà, c'était une entreprise vraiment très en avance moi, j'ai appris énormément de trucs en termes de management, en termes d'autonomie, etc. Enfin, et non, ça m'a beaucoup plu. Pareil, j'ai gardé de bonnes relations avec pas mal de gens là-bas. J'ai même tu vois, 1 ou 2 anciens collègues après qui sont devenus salariés de Give. Donc c'est plutôt rigolo. Non, vraiment une expérience ultra enrichissante, quoi, humainement, techniquement, à plein de niveaux.
T'avais pas une petite pointe de nostalgie, un petit pic au cœur de voir que les Skyblogs fermaient là cet été? Si, c'est marrant parce qu'il y a eu un post qui a été fait, tu vois, par l'équipe de Skyrock et tous les anciens ont commenté, etc. Si, il y a un petit truc, tu vois. Un petit truc, mais les blogs, c'est presque anachronique maintenant. Tu vois, enfin, donc, c'est le sens de l'histoire. Donc, oui, ça me rappelle une époque et une petite nostalgie de la bonne ambiance qu'il y avait, etc. Mais bon, je suis pas étonné tu vois, que finalement, il y ait une fin. C'est presque étonnant que ça ait duré si longtemps. Mais du coup, tu le disais, tu as pas mal travaillé dans la pub. J'ai vu aussi que tu avais exercé la fonction de responsable client dans pas mal de boîtes. Est-ce que tu t'imaginais faire ça toute ta vie avec tes quelques projets à côté ou est-ce que tu savais, surtout quelques mois, quelques semaines avant la création de Give, est-ce que tu savais que vraiment c'était juste une manière pour toi de gagner en compétences, en expérience pour ensuite te lancer dans une boîte ou alors vraiment tu étais dans un mindset bah non, je continue mes petits projets à côté, ça me donne de la satisfaction et je continue à bosser quand même et être dans le monde du salariat? Alors, comment dire si tu veux, ma carrière de salarié n'était pas au second plan dans le sens où c'était pas un petit job où, tu vois, dans lequel je m'investissais pas en me disant quoi qu'il en soit ça m'intéresse pas, enfin c'est pas vraiment ça que je veux faire sur le long terme. Il n'y avait pas non plus aussi d'idée précise de je vais aller chercher ces compétences là qui vont m'aider sur telle boîte, parce qu'en fait les projets que j'ai lancés en parallèle ou testés des fois étaient liés au secteur de la publicité, des fois pas du tout. Donc j'ai vraiment mené les deux de front sans vraiment de plan précis. Par contre j'étais, mais comment dire, convaincu, tu vois, ou du moins habité du fait que oui, il fallait que je monte ma boîte. C'était, enfin, tu vois. D'ailleurs, après Skyrock, j'ai bossé que dans les startups. Tu vois, mais Ouais. les deux boîtes dans lesquelles j'ai bossé en tant que salarié, c'était des startups dans lesquelles je suis arrivé. Tu vois, par exemple, la première, je suis arrivé, on était 4. Là, ça vient d'être vendu, c'était une centaine à la fin. Et l'autre, pareil. Donc, je suis vraiment arrivé au tout début, justement, pour observer, comprendre, etc. Donc, ça, oui, ça, par contre, c'était intentionnel. De vraiment m'immerger dans, être proche, commencer à être proche d'entrepreneurs, essayer de comprendre, etc. Donc oui, ça c'était calculé par contre. Et j'ai vu aussi, et tu en as parlé un petit peu, que ton parcours est quand même pas mal marqué par l'international, que ce soit durant tes études, mais aussi dans tes stages et dans tes expériences. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ta dernière expérience dans le salariat, c'était au Canada. Pourquoi ce besoin de voyager? Est-ce que ça t'a apporté aussi, euh, pas forcément des compétences, mais peut-être un mindset qui t'a aidé à entreprendre? Écoute, j'ai toujours aimé voyager, tu vois. Euh, j'ai en tourisme, tu vois, vraiment backpack, tu vois, sac à dos, etc. Après, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis pendant ma scolarité à Cage, un semestre à Boston, c'était génial. Et là-bas, j'ai vraiment, par contre, eu des cours d'entrepreneuriat, tu vois, avec des entrepreneurs qui viennent, qui nous font des speeches inspirants, etc. J'ai adoré. Euh, et après, voilà, j'ai chopé un peu le virus. J'ai bien aimé cet environnement nord-américain. Voilà, on est un peu tous des. Enfin, moi, je suis un enfant des années 80. J'ai biberonné à la culture américaine un petit peu. Donc voilà. Et après l'école, à la fin de l'école, je me suis d'ailleurs posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte une boîte ou est-ce que je repars? Finalement, je suis reparti. J'ai bossé à New York quelques mois. Et puis, malheureusement, j'y suis arrivé pendant la crise de 2008. Tu vois, donc les subprimes, et les man, etc. Et voilà, et c'était très intéressant, mais très étrange aussi, parce que c'était vraiment comme dans les films. Hein. C'est-à-dire, dans l'immeuble dans lequel je vivais, des gens arrivaient le soir avec leurs cartons, se faisaient virer dans la journée, etc. Les visas ont été annulés. Enfin, voilà. Moi, je suis rentré en France après ça. Et après, je suis reparti au Canada plus tard. Là, parce que j'avais envie tu vois, de moi goûter peut-être à l'entrepreneuriat et voir. Je me disais peut-être un peu naïvement, allez, j'ai pas peut-être réussi à créer de start-up, ça a pas marché, ce que j'ai testé en France, etc. Allons là où peut-être c'est peut-être un peu plus dynamique et du coup j'ai eu l'opportunité de partir au Canada. Enfin, j'ai eu l'opportunité, je me la suis créée parce que j'ai pris un visa, j'ai lâché mon job et je suis parti, tu vois. Avec, avec ma copine de l'époque qui, elle, c'était un peu double move un petit peu. Moi, ça m'intéressait, découvrir l'entrepreneuriat là-bas. Et elle voulait se reconvertir, elle n'y arrivait pas en France. Donc en fait, on savait qu'il fallait faire un détour, tu vois, par un pays dans lequel les gens étaient un peu plus ouverts à la reconversion. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est un peu ironique, c'est que c'est de là-bas que finalement j'ai commencé à développer un projet qui finalement était en France et qui m'a obligé à un moment donné à revenir, quoi. Oui, c'est ce que j'ai vu. Avant, je voulais juste revenir sur un sujet parce que c'est vrai que tu disais que tu montais tes petits projets à côté. Et puis quand on a parlé aussi de ta sortie de Cage, tu parlais du fait que l'entrepreneuriat n'était pas
vraiment répandu. Est-ce que ça a participé au fait que tu te lances pas vraiment dans le secteur et au fait que tu lances pas vraiment ta boîte, le fait que l'entrepreneuriat n'était pas un sujet hyper populaire, le fait que effectivement c'était peut-être difficile de trouver des mentors, de trouver même de trouver des salariés, des collaborateurs, des associés, de trouver des investisseurs. Est-ce que ça a participé au fait que finalement t'aies pas monté ta boîte tout de suite en sortant de Cage? Alors, je vais pas, tu vois, entre guillemets, me défausser, dire que c'était pas de ma faute, etc. Parce que je suis responsable dans le sens où moi, j'ai peut-être pas assez creusé, tu vois. Parce qu'il y avait sûrement, il y a toujours des opportunités. Oui, Il y avait des entrepreneurs qui existaient. Bon, mais bon, il y avait pas LinkedIn, il y avait pas Viadeo, enfin, il y avait Viadeo à l'époque, mais il y avait moins de possibilités de connecter, peut-être. Mais je me suis peut-être pas assez bougé, tu vois. J'aurais peut-être dû, voilà, plus réseauter, etc. Euh, mais oui, effectivement, il n'y avait pas les facilités qu'il y a aujourd'hui. Tu vois, il n'y avait pas d'incubateur, c'était pas un sujet du tout à la mode, même, c'était même bizarre, tu vois. Enfin, moi, je suis vraiment le seul de mon groupe de potes à l'époque à avoir des projets. D'ailleurs, ils se moquaient un petit peu de moi à l'époque, pour être très honnête. Non, mais tu vois, parce que des fois, tu viens pas des soirées où tu bosses le week-end et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais je travaille sur un truc, une app et tout. Enfin, ils trouvent ça bizarre, tu vois. Et donc voilà, oui, tu vois, par exemple, aujourd'hui, moi qui suis encore assez proche de mon école de commerce de Cage, la manière dont les étudiants sont vraiment accompagnés, pris par la main pendant leur cursus, après leur cursus, avec des ressources mais monumentales, etc. En fait, il n'y a presque pas d'excuse si tu veux monter ta boîte de ne pas en profiter, de ne pas tester quelque chose, tu vois. Donc non, c'est pas... Il y a l'environnement qui a joué. Et puis après, tu n'avais pas aussi toute l'énergie qu'il y a aujourd'hui autour du financement, Oui. tu vois. Tu vois, dans la startup dans laquelle je suis arrivé en 2012, qui s'appelait Adulike, qui avait fait une levée de 1,5 million, c'était colossal. Aujourd'hui, 1,5 million, c'est aller une pré-série A, un seed, enfin, c'est une mini-levée, tu vois. Oui. Tu vois, c'est... donc l'environnement aussi autour a changé, tu vois. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui s'est construit. Il n'y avait pas la French Tech, voilà. Enfin bon, voilà, t'as compris, c'était pas du tout le même environnement, mais oui, je pense que je serais allé plus vite. Je serais allé plus vite. Et donc en 2015-2016, comme tu le disais, tu es au Canada. Quel facteur déclencheur qui te fait dire je vais lancer ma boîte et en plus dans un autre pays que celui dans lequel j'habite? En fait, l'histoire de Give, elle est un peu marrante parce que je travaille sur un projet d'app là-bas, en parallèle de mon taf, encore, avec un pote qui lui était en France, qui est dev. Et en parallèle de ça, j'avais un pote d'école qui s'appelle Clément, qui n'était pas de ma promo, qui lui, en France, avait lancé sa boîte autour de la réparation, etc. Il savait que moi, j'avais de l'appétence autour de la monétisation, de la publicité, etc. Donc, il m'en avait parlé. Et dans cette boîte-là, ils avaient lancé un groupe Facebook qui était un genre de side project, qui s'appelait Adopte un objet. Un petit groupe parisien dans lequel moi, il m'avait mis aussi parce qu'on était potes, etc. Tu vois, au début, c'est comme ça que tu fais. Hein. Tu rajoutes tes potes, tu leur dis invite tes potes, et voilà, c'est comme ça que tu démarres une communauté, quoi. Et en fait, ce truc-là m'a titillé. Et en fait, je l'ai un peu questionné, tu vois, lui et son associé, sur qu'est-ce que vous allez en faire. Il n'y avait pas vraiment de vision long terme, ni de produit, ni rien. Et en fait, moi, je lui ai dit, moi, ça m'intéresse. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Vous n'avez pas forcément le temps de le développer. Ce side project, je pense qu'il peut devenir un vrai projet, tu vois. Donc, en fait, je te la fais courte, hein, parce que ça a duré quelques mois. Mais on est arrivé à un accord dans lequel moi, je prenais cet actif-là, donc le groupe Facebook. Je le développais avec ma vision, etc., les idées que j'avais à l'époque. Et je leur ai donné des parts dans la boîte que j'ai créée, quoi. Et ce groupe est devenu une multitude de groupes qui aujourd'hui est devenu Give. Ça, je te parle de ça, c'était en 2015. Mais justement, donc du coup, avec ce groupe, tu fondes Give. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Give, à la fois la startup et puis l'application qui a émergé de ce groupe Facebook? Give, c'est tout simple. Le concept de base, c'est la digitalisation de l'acte de donner, tu vois, un objet, pas de l'argent, parce que la digitalisation du don d'argent, ça existe depuis très longtemps, enfin, c'est bien plus vieux que ça. C'est la digitalisation de l'action de donner. Et la matérialisation, dans un premier temps, c'était une communauté populaire sur les réseaux sociaux, donc c'est des groupes Facebook de ville, tu vois, qu'on a créé, qu'on a développé, etc. Et ça nous a permis de comprendre l'usage, de vraiment monter en expertise et de lancer une application, parce qu'aujourd'hui, Give, c'est une application mobile de don d'objets entre particuliers, donc qui est sortie en 2017, dans laquelle j'ai aussi embarqué un ami de l'époque qui s'appelle Florian, qui est du coup cofondateur avec moi depuis quasiment le début. Tu vois, je suis arrivé un tout petit peu avant, mais lui, il m'a rejoint assez vite. Et aujourd'hui, on est à 4,5 millions d'inscrits. Tu vois, on a, entre guillemets, réussi à digitaliser cet usage. On a encore beaucoup de travail. Et puis après, voilà, on a bénéficié de comment dire,
d'une évolution, si tu veux, des modes de conso ou de déconso dans la vie des gens, la seconde vie, tu vois, l'inflation. Enfin voilà, il y a plein de catalyseurs qui nous ont aidés à développer ce projet. Et après, en perso, si tu veux, moi, j'avais toujours une appétence très très forte. C'est aussi pour ça que le sujet m'a inspiré pour la seconde vie des objets, mais de manière très naturelle. Tu vois, moi, j'ai toujours chiné, toujours fait de la récup depuis que je suis ado. Tu vois, donc la consommation de produits de seconde vie, c'est quelque chose qui était très naturel pour moi. C'était du pur bon sens. Donc en fait, je pense que j'ai eu beaucoup de bons réflexes et tu vois, ça m'a très vite inspiré parce que c'était très naturel pour moi et toujours aujourd'hui, tu vois. Ouais. Alors aujourd'hui, on est monté en technicité sur le sujet, tu vois. Mais voilà, c'est un alignement de planètes, tu vois, qui nous a permis de lancer la boîte. Et moi, je suis très curieux parce que du coup, tu me parles du fait que tu as essayé de lancer plein d'apps, plein de projets à côté de tes précédents jobs. À quel point Give ressemble ou au contraire ne ressemble pas du tout aux autres projets que tu menais? Est-ce que les autres projets étaient quand même dans ces secteurs-là ou alors est-ce que tu t'es lancé dans divers sujets différents, même divers secteurs, peut-être pas forcément uniquement la seconde main? Alors, entre guillemets, le seul point commun que Give a avec les autres projets, c'est que c'est un projet digital. Voilà, moi, j'ai testé que des projets digitaux. Mais sinon, c'était franchement très varié, quoi. Très, très varié. J'ai tiré beaucoup d'enseignements de tous les petits trucs que j'ai lancés, tu vois. Et la grosse différence fondamentale, vraiment, de ce dernier projet versus les autres, c'est que tous les autres projets ont été construits en partant du produit. Là, c'est la première fois où en fait, on construit le projet en partant de l'usage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on développait un proto et après, on le testait. Là, en fait, c'est la première fois où en fait, on a compris qu'il fallait d'abord tester ce que les gens allaient faire et après, on a construit le produit. Tu vois, l'appli est arrivée 2 ans après les communautés, quoi. Et quand on a lancé l'appli, on avait déjà 80 000, entre 80 et 100 000 personnes dans les groupes Facebook. Donc déjà une communauté prête à utiliser une appli qui répondait aussi à beaucoup de frustrations que les gens avaient dans les groupes. Donc voilà, on a vraiment inversé le truc. Et aujourd'hui, voilà, pour beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit en B2B, en B2C, etc., avec qui j'échange, moi, c'est vraiment ce truc-là que j'ai compris et qu'on réutilise encore aujourd'hui dans tous nos projets, tu vois. Il y a plein de trucs qu'on annonce, même qu'on vend, des fois, sans avoir presque rien développé, tu vois. Ou alors, moi, ça m'est déjà encore arrivé. Ça te fait pas peur ? Non, parce que, comment dire, tu dérisques vachement, tu vois. En te disant, ok, tu vois, là, par exemple, on a des projets, là, des nouvelles choses qui ont démarré. On a réussi à sortir alors, t'es quand même obligé de sortir des petits protos, tu vois. Oui. Mais des choses très, très light en un mois et demi, pour très rapidement valider, ça marche pas, tu vois. Donc, t'engages assez peu de ressources, ça coûte un peu de sous, mais du coup, c'est beaucoup moins risqué que se dire, ok, on va faire la Rolls, on va y mettre, tu vois, on va travailler 1 an et demi dessus, on le sort, si ça marche pas, t'es mort, tu vois. Donc, je te dis, moi, je pense être quelqu'un d'assez pragmatique, très terrain, tu vois. J'aime bien être, je suis, tu vois, proche des gens, proche des utilisateurs, enfin vraiment. T'es facilité par le fait que tu avais un public qui était déjà présent et prêt à accueillir une app dont ils avaient besoin, ou alors est-ce qu'au contraire c'était quand même assez difficile de convertir ces utilisateurs de groupe Facebook en utilisateurs d'une application dont le fonctionnement est, je pense que c'est un lieu commun de dire que le fonctionnement d'un groupe Facebook est assez différent du fonctionnement d'une application communautaire finalement. En fait, Give, ça reste un projet compliqué. Parce que d'un côté, on a la promesse la plus sexy du monde. On parle d'une plateforme et au début, on a même fait un peu on a fait très peu de pubs sur Give. On en a fait il y a très longtemps et ça fait très longtemps qu'on n'en fait plus. Mais on te parle quand même d'une plateforme où tout est gratuit. Tu vois, tout le monde aime les choses gratuites. Il n'y a pas de plus belle promesse. Il y a une plateforme où tu vas pouvoir récupérer des trucs gratuits. Donc, sur ce sujet-là, sur ce pendant-là, c'est incroyable. Par contre, le dark side, un petit peu, c'est la monétisation.
Tu vois. En fait, on est une boîte à deux vitesses. On a toujours eu une jambe un peu plus courte que l'autre, tu vois, plus longue que l'autre. Donc, c'est allé très, très vite. Et je pense qu'on a été, en toute modestie, assez bon, tu vois, sur le déploiement, sur le produit, sur l'usage. Voilà. Parce que même quand on s'est lancé, on n'était pas la seule appli. Tu vois, aujourd'hui, on est la plus grosse sur le don. Mais de mémoire, je sais pas pourquoi, au moment où on s'est lancé, il y en avait 4-5. Tu vois. Et on se connaissait tous, etc. Elles sont toujours là aujourd'hui, les 4-5 ? Non, il n'y en a plus aucune qui est en ligne. Mais il y en a régulièrement de nouvelles qui sortent de temps en temps, etc. Et puis maintenant, il y en a un peu en Europe, tu vois. Moi, je connais très bien nos cousins, tu vois, anglais. Hier encore, je changeais avec celui qui fait ça en Espagne. Il y en a en Biélorussie. Enfin, voilà. Il y a des initiatives qui émergent. Mais en parallèle, par contre, tout le monde galère, y compris tous mes cousins européens, là, sur la monétisation. Parce que tu n'as pas de transaction et du coup, vu que c'est un nouvel usage, tu es obligé de créer un nouveau modèle. Tu vois. Nous, on est cousins des plateformes Classified. Classified, c'est des petites annonces. Mais la facilité qu'elles ont toutes, c'est qu'il y a une transaction. Donc, tu vois, tu as Le Bon Coin qui, lui, va te proposer les mises en avant. Ils font beaucoup d'argent avec ça. Tu as un Vinted qui, lui, va prendre une commission sur l'acheteur, etc. Et ça marche très bien. Voilà, nous, il n'y a pas de transaction. Donc, comment est-ce qu'on va tu vois, trouver un équilibre qui n'est pas simple entre une plateforme qui potentiellement peut attirer beaucoup de gens et du coup coûter très cher, parce que plus tu as d'audience, plus c'est cher, tu vois. Et voilà, trouver cet équilibre de, OK, on veut créer un projet ambitieux, impactant, positif, etc. Mais en parallèle, on n'est pas une asso, tu vois, on n'est pas subventionné. Donc il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un peu notre, tu veux, d'un côté notre mojo et de l'autre côté un peu notre malédiction, quoi. Mais avec le temps, voilà, on est résilient, on a trouvé un équilibre. Et aujourd'hui, voilà, on a trouvé un modèle, on fait du chiffre d'affaires, on progresse bien, on a levé de l'argent aussi plusieurs fois. Et c'est d'ailleurs sur cette énergie au début, tu vois, d'audience, d'usage, etc. Parce que les chiffres étaient quand même assez conséquents dès le début, qu'on a réussi à lever, à se structurer, quoi. Et donc justement, tu parles de modèle économique, de chiffre d'affaires. Je sais que c'est une des questions qu'on te pose le plus. Et j'ai même entendu une interview de toi où tu dis littéralement que c'est la question qu'on te pose le plus. Comment vous financez concrètement du coup, puisque comme tu le dis, tu ne peux pas prélever une commission sur les ventes puisqu'il n'y a pas de vente. Tu ne peux pas faire payer une mise en avant parce que ça trahit un peu le concept de tout est gratuit. Donc, et puis surtout, si tu veux donner un objet, tu n'as pas forcément envie de payer pour que l'objet que tu vas donner soit mis en avant. Donc, comment vous vous financez aujourd'hui ? Alors, en fait, si tu veux, la monétisation de Give, elle s'est faite par étapes. Give, c'est un produit d'audience, et d'audience massive, tu vois, et récurrente. Donc, les gens viennent souvent, restent longtemps, etc. Donc, dans un premier temps, en parallèle, en fait, j'ai utilisé mes connaissances du marché publicitaire pour très rapidement tu vois, brancher des sources de monétisation publicitaire qu'on a améliorées petit à petit, etc. Donc, pendant très longtemps, ça a été notre première ligne de revenus, mais jusqu'à 90-95%. Aujourd'hui, c'est à peu près 20-30%, tu vois, donc on s'en est détaché petit à petit. Et en parallèle, on a très vite essayé de comprendre comment est-ce qu'on peut accompagner le giver, l'utilisateur, avec une offre d'abonnement. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans, tu vois ? Comment est-ce qu'on peut proposer une meilleure expérience à l'utilisateur ? Et on a testé plein de trucs. On a travaillé dessus on travaille toujours dessus, évidemment, hein, mais je pense qu'on a mis vraiment 4 ans à arriver à une formule qui est proche de l'usage, enfin de la logique de l'usage et qui est cohérente avec l'usage. Et quelque chose de performant aussi, tu vois. Et aujourd'hui, cet abonnement, en fait, il est, comment dire, c'est vraiment un abonnement de confort. En fait, si tu veux, c'est un abonnement qui te permet d'intégrer le don dans ta conso quotidienne. Et l'objectif, c'est que le coût de l'abonnement soit $1 si tu utilises bien la plateforme, tu vois. Donc aujourd'hui, on a un abonnement qui coûte 25 € par an. C'est ultra accessible, même pour les très petites bourses, tu vois, c'est 2 € par mois. C'est très accessible. Et l'abonnement, en fait, je te la fais très courte, hein, mais grosso modo, il te permet de pouvoir contacter certaines annonces en priorité. Donc, tu as un peu une longueur d'avance. Okay. Donc, par exemple, pour un objet qui est sursexy, bon, bah, si tu es abonné, tu as plus de chances de le récupérer que quelqu'un qui ne l'est pas. Mais même un non-abonné peut quand même avoir une chance de le récupérer, évidemment. Et tu peux récupérer de manière plus conséquente. C'est-à-dire qu'un non-abonné, on va le limiter aujourd'hui à 60 dons récupérés par an, ce qui est pas mal déjà. Et un abonné, il peut monter à plus de 300. Donc, tu vois, sur les dernières études qu'on a fait, en fait, ton abonnement, allez, je vais aller dans les clichés, mais le plus simple, tu vois, c'est, imaginons que tu récupères un meuble,
tu vois, ton abonnement, il est déjà rentabilisé dès ton premier don récupéré. Et après, tout le reste, c'est que du bonus toute l'année, quoi. Tu vois, c'est un peu dans cette logique qu'on veut intégrer les utilisateurs. Et par contre, les utilisateurs qui sont abonnés ne sont pas exposés aux publicités. Parce qu'on considère que voilà, tu finances ta propre utilisation de Give et le fonctionnement de la boîte et de la communauté, etc. Donc on va pas te mettre, tu vois, tu payes toi-même, donc on va pas te monétiser avec la publicité. Donc l'abonnement, ça marche bien, on travaille beaucoup dessus, on a beaucoup d'ambition là-dessus. Donc tu vois, c'est vraiment par étapes. C'est d'abord la publicité, le plus facile, le plus rapide, et j'ai bénéficié de mon expertise. En fil rouge, l'abonnement, qu'on travaille. Et à côté de ça, un truc beaucoup plus ambitieux, mais beaucoup plus long terme, qu'on a démarré il y a 3-4 ans. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un acte de déconso, tu vois, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ou quand tu vends quelque chose à quelqu'un, c'est souvent que tu consommes quelque chose. En fait, tu te sépares parce que tu t'équipes, tu vois. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et nous, parce qu'on veut pas être la dernière roue du carrosse, la solution de don que tu trouves sur Internet ou dont on te parle parce que tu es en galère, etc. En fait, on s'est dit, pour être performant et être pertinent, il faut qu'on soit très proche de l'acte de conso. Donc ça fait déjà 4 ans à peu près qu'on travaille en partenariat avec des boîtes de retail, que ce soit de l'e-commerce ou du retail physique, etc. Pour dire, en fait, vos clients, dans un premier temps, la logique, c'était vous devez vous responsabiliser sur le fait que vos clients remplacent quelque chose. Et en fait, ce quelque chose chez eux, vous devez leur proposer des solutions. Donc c'est là que tu vois, on a commencé à travailler notamment sur le sujet de la reprise, en disant, t'achètes un canapé, qu'est-ce que tu fais de ton ancien? Ne le jette pas, donne-le. Tu vois. Donc, et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on monétise. Ça. Donc on vend à des grosses boîtes. Et en parallèle de ça, il y a aussi un marché qui est énorme qui est en train de se structurer sur les invendus, le déstockage. Il y a énormément de lois qui sont passées sur le fait que tu n'as plus le droit de détruire, etc. Et nous, on travaille là-dessus aujourd'hui, tu vois. À la fois sur le don, donc en fait, on a créé des comptes d'entreprise, des comptes pro, tu vois, qui permettent aux enseignes de donner leurs invendus localement. Alors ça, les gens trouvent ça dingue, hein, tu vas dans un magasin récupérer un truc gratuit, quoi. Donc, c'est dingue. Et là, on est en train de tester, alors c'est pas visible partout parce que c'est très localisé, aussi sur du déstockage discounté. Très discounté. Donc grosso modo, c'est pour te faire un parallèle, et j'espère que les gens connaîtront, mais c'est ce que Too Good To Go a fait pendant des années, qui est une très belle boîte sur l'alimentaire. Nous, on essaie de le faire sur le non-alimentaire. Donc voilà, donc c'est de permettre à des enseignes, localement, donc ça n'est que du local, il n'y a pas d'envoi, etc. Voilà, de permettre à des clients de venir acheter des produits en fin de vie qui potentiellement finiraient à la poubelle ou qui prennent la poussière en stock, etc. Entre guillemets, de les sauver, tu vois. Voilà, très localement et de consommer pas cher. Mais d'ailleurs, sur l'alimentaire, alors du coup, il n'y a pas de déstockage, mais il y a quand même aussi du don alimentaire. C'est un sujet sur lequel vous êtes développé ces dernières années. Est-ce que c'était une réponse aux problématiques qui a été liée à la crise sanitaire qui a entraîné une crise économique et qui s'est prolongée en plus avec d'autres événements géopolitiques, ou alors c'était vraiment prévu de longue date? Et comment ça fonctionne du coup? Parce que c'est vrai que l'alimentaire, faut pouvoir aussi faire confiance à la personne sur les dates limites, sur l'hygiène de stockage. Comment ça fonctionne concrètement? C'est un sujet qui est aussi ancien entre guillemets que l'objet, parce qu'il y avait déjà des gens qui voulaient donner de l'alimentaire dans les groupes Facebook. Donc je te dis ça, il y a, t'imagines, 2015. Mais on refusait à l'époque parce qu'on restait focus sur notre sujet, et c'était d'autres process, tu vois. Enfin, on voulait pas qu'il y ait un mélange des gens et que les gens se perdent un petit peu. Et finalement, on l'a lancé avant le Covid parce qu'on l'a lancé en 2019. Pareil, parce qu'on écoute notre communauté et que c'était demandé. Donc on a ouvert la verticale alimentaire qui représente moins de 10% des dons aujourd'hui sur Give. Et au final, en fait, si tu veux, le gaspillage alimentaire, c'est gigantesque. Tu vois, que ce soit chez les pros ou chez les particuliers, mais vraiment gigantesque. Chez un Français moyen, c'est 20 kilos de bouffe par an, jeté à la poubelle, dont la moitié qui n'est même pas déballée. Ouais. C'est gigantesque. Mais parce que tu n'as pas d'équivalent en termes d'usage et de... par exemple, tu vois, nous, l'équivalent, c'est la vente. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens donnent facilement sur une plateforme de dons comme la nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vendu et que c'est très rapprochant. Tu vois, tu postes une annonce, tu mets ta petite description, etc. Entre guillemets, les gens n'ont jamais acheté de nourriture chez des particuliers, donc la donner, tu vois, ou la récupérer, tu sens qu'il y a un gap à faire en termes d'usage, de réassurance, de confiance, etc. Alors que la réalité, c'est qu'il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que, je te le dis vraiment, je prêche pas pour ma paroisse, ou tu vois, je défends pas mon bout de gras, mais c'est pas plus risqué de récupérer de la bouffe chez un particulier que d'aller au resto. Tu vois. Quand tu vas dans un resto, t'es pas derrière la cuisine, tu sais pas si les normes sont respectées, etc.
Et la réalité, c'est que la très grande majorité de la nourriture qui est donnée sur Give, c'est même pas déballé, tu vois. Et c'est des produits secs, etc. Donc nous, en fait, pour s'assurer que ça se passe bien, tu vois, on a fait plusieurs centaines de milliers de dons alimentaires maintenant. C'est que donc on a plusieurs barrières de validation, tu vois, plusieurs étapes. La première, c'est la loi. Donc il y a des produits qui sont interdits en don déjà de la distrib aux assos. Donc nous, on s'est calé là-dessus. Par exemple, t'as pas le droit de donner des crustacés. C'est considéré comme risqué, tu vois, parce que voilà, il y a beaucoup d'intoxication alimentaire avec ces produits-là. Donc ça, par exemple, tu peux pas le donner. Donc nous, on s'est basé sur cette loi. Toutes les annonces sont validées, tu vois. Donc tout ce qui ne peut pas passer n'est pas validé. Et puis après, après, on a intégré des fonctionnalités dédiées, comme tu disais, la date limite de consommation, etc. Donc par exemple, l'utilisateur est obligé de la saisir. Si ça dépasse, l'annonce est supprimée automatiquement. Et après, la réalité, c'est que le dernier rempart, c'est l'utilisateur. Tu vois, imaginons que tu vas récupérer un don alimentaire chez quelqu'un. Le truc a l'air pas bon, ça sent pas bon, tu vas pas le manger. Oui. Tu vois, c'est du bon sens. En fait, c'est du bon sens. Mais tu as toujours ce frein psychologique. Après, nous, on est très contents parce que le don alimentaire, ça marche très bien. Typiquement, il n'y a pas du tout de mécanique de premium là-dessus. C'est accessible, etc. Tu vois, c'est pas intégré dans l'abonnement du tout. Et il y a beaucoup de catégories qui ne sont pas intégrées non plus. C'est tout ce qu'on considère comme essentiel. Tout ce qui est essentiel n'est pas intégré dans l'abonnement. L'hygiène, c'est essentiel. L'habillement, c'est essentiel. Tout ça, c'est hors exclu, hors abonnement, etc. Ça, on veut laisser un accès ultra facile à ces produits-là. Et oui, et en fait, du coup, sur l'alimentaire, il y a une vocation qui est un peu plus solidaire. Tu vois. Pendant le Covid, t'en parlais, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont consommé des produits alimentaires sur Give, etc. Même moi, on en a tous donné. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas une verticale qu'on pousse plus que ça, parce que, comme je te dis, il y a des complexités en termes de pédagogie, etc. Mais elle est essentielle. On est obligé de la garder. Et du coup, je te propose de me faire une petite démo de comment Give fonctionne. Comme ça, hop, je vais déplacer ma tablette. Comme ça, on saura un peu mieux aussi et plus concrètement de quoi tu nous parles. Donc là, je suis connecté sur mon compte Give. Donc, bon, globalement, ce qu'on voit concrètement, c'est qu'il y a l'onglet objet et l'onglet nourriture. Donc, vas-y, je te laisse nous faire une petite démo. Exactement. Alors là, on est sur ta tablette, on est sur give.com. On n'est pas sur l'appli. Il faut savoir que voilà, la très grande majorité des gens utilisent l'application, c'est plus de 90%. Et la réalité, c'est que la navigation est quand même plus sympa. Oui, je confirme, la navigation est plus fluide sur l'appli. J'explique juste que pour des raisons pratiques de démonstration aujourd'hui, on est passé par ma tablette. Exactement, et puis pour créer une annonce, tu le fais en mobilité, quoi. Donc là, voilà, donc là, on est localisé, voilà, ici, là, près de ton studio, enfin à ton studio. Là, c'est tous les dons qu'on voit proche du studio. Donc bon, là, la première vignette, c'est une mise en avant de notre partenariat avec Conforama, parce qu'en fait, on travaille avec eux sur le sujet de la reprise. Oui. On en reparlera peut-être plus tard, mais voilà, ça c'est une mise en avant de partenaires. Et après, voilà, là, tu as tous les dons qu'il y a. Donc par exemple, tu vois, bah voilà, là, on a un banc, coffre, qui est très sympa. Tu vois, donc on a des petites photos. Ah, il y a un petit pet, mais tu vois. Alors ça, c'est important, tu vois. C'est un bon exemple. Quand tu fais un don, étant donné que tu n'attends entre guillemets aucune gratification financière, il n'y a pas de mensonge. Tu vois, les gens n'essaient pas d'embellir leurs dons. Ils disent la vérité. En plus, on est une plateforme sur laquelle il y a plus de demandes que d'offres. Donc en fait, cette annonce, elle partira, c'est sûr. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a ce pet là et puis c'est pas grand chose. Oui, puis au moins, elle a eu l'honnêteté de la mettre en photo. Exactement. Et puis c'est marqué, t'as moyen. Donc là, on voit la localisation de, tu vois, l'utilisateur. Évidemment, on donne jamais l'adresse. Donc c'est comme dans plein de plateformes. Hein, tu vois la zone dans laquelle habite la personne. Et puis voilà. Et puis alors, ça, c'est une annonce de meubles. Donc ça, c'est une annonce qui ne peut être contactée dans les 24 premières heures, ou des fois un peu moins, si tu es abonné. Voilà. C'est pour ça que je vois que t'es pas abonné. C'est pour ça qu'il faut que tu Give Plus pour la contacter. Mais après ces 24 heures là, tu peux la contacter parce que tu as des crédits, parce que tu as donné, etc. Et là en haut à droite, tu vois, c'est une annonce qui a été postée il y a 1 heure. Il y a déjà 4 personnes qui l'ont contacté. Okay. Ça, c'est la liste d'attente. Donc la réalité, pour être très transparent, c'est qu'un objet comme ça qui est sympa, qui est joli, etc., qui est quand même en assez bon état, bon voilà, ça va partir dans la journée. Ça va aller très très vite. Il y a très peu de stock sur Give. Tu vois, nous on a une plateforme de vente, le taux de succès c'est à peu près 40%, en fonction des verticales entre 20 et 40%. Tu vois, par exemple, l'habillement en général sur les plateformes de vente c'est 20%. C'est-à-dire que tu as 80% qui n'est jamais vendu. Nous sur Give on est plus autour de 70-80. Donc tu as presque tout qui part, quoi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vois, donc là, tu as le profil du giver. Donc là, c'est quelqu'un qui a déjà fait 158 dons et qui a récupéré 207 adoptions. Voilà, c'est quelque chose d'assez transparent. Il faut être logué.
En fait, encore une fois, on réinvente pas la roue sur pas mal de trucs, mais on a cette spécificité d'usage qui est que il n'y a pas de transaction, que la relation se passe toujours bien parce que les gens ils viennent toujours avec la banane, ils sont toujours très contents, et que là, tu vois, sur une plateforme de vente sur laquelle c'est plus l'acheteur qui maîtrise la transaction, là c'est l'inverse. C'est la personne qui crée l'offre, donc c'est le donneur. Donc voilà, et on essaye, alors c'est toujours on essaye de faire simple, mais c'est dur de faire simple. Parce qu'on a une audience qui est très large, hein, ça va de 18 à 60, 70, etc. Donc il faut que tu aies une expérience utilisateur qui soit facile, très fluide, etc. Et tu parlais de ton audience large. Je te remercie d'ailleurs pour cette petite démo. Et encore une fois, je rappelle que Give est plus pratique en application. Tu parlais de l'audience large. C'est vrai que l'audience a grandi très vite, très rapidement. Je crois qu'en moins de 3 ans, ou 3 ans à peu près, vous avez atteint les 2 millions d'utilisateurs, si je ne dis pas de bêtises. Comme tu le disais, vous faites assez peu de publicité. Comment tu as réussi? C'était quoi ton secret pour séduire autant de personnes rapidement? En fait, attention, ça va être des lieux communs de dingue, mais non, mais en fait, on répond à un besoin, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de pousser à la conso du service. Les gens en parlent parce que c'est un sujet du quotidien, tu vois. Même moi, quand j'en parle encore aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui ne connaissent pas Give qui connaissent Give, je te jure qu'à chaque fois que j'en parle, les gens me disent « Ah, mais moi, j'ai ça aussi qui m'encombre, ou j'ai à donner, ou ah, c'est génial. » ou presque, je te mets au défi de trouver quelqu'un qui aime l'expérience du Bon Coin. Je suis utilisateur du Bon Coin comme tous les Français. C'est 30 millions de visiteurs uniques, c'est une machine, c'est un rouleau compresseur, mais c'est pas une bonne expérience, tu vois. Et la réalité, c'est qu'il y a plein de trucs, plein d'objets pour lesquels tu te dis, ce truc-là, je vais pas le jeter, ça n'a pas de sens, tu vois. Et j'ai pas forcément envie de le vendre parce que ça va être long, tu vois. Il va falloir négocier, machin, c'est un peu chiant, quoi. Et voilà, et du coup, en fait, on a vraiment trouvé si tu veux, on est une brique complémentaire. On a trouvé de la place, un peu de place dans la vie des gens, un peu de place dans leur téléphone, et c'est des énormes challenges, tu vois. Donc voilà, et ça s'est fait petit à petit, tu vois. Effectivement, on fait pas de publicité, on en a fait un petit peu au lancement en 2000, après le lancement, mais je crois que les dernières pubs doivent dater de 2019, tu vois. Et là, ça n'est que du bouche à oreille. Et au final, c'est ce qu'il y a de plus performant, tu vois. Entre guillemets, la recommandation sociale, c'est ce qu'il y a de plus puissant, tu vois. Tiens, juste pour l'anecdote, mais on a des pics dans l'année. C'est un service qui est quand même utilisé de manière assez continue, mais on a quand même des pics. Tu vois, la rentrée, c'est un gros pic. On a aussi un pic en janvier, parce que tu te désencombres après Noël, on t'a offert plein de trucs, faut que tu vides tes placards, etc. Et aussi parce que les gens en parlent au dîner de Noël. Tu vois, t'es en famille, tu te parles de ton année, machin, nan. Et en fait, voilà, ça marche bien comme ça. Donc en fait, tant que le service est pertinent, que tu vois, on a trouvé notre place, etc. Et en plus, si tu veux, en fait, on pousse pas à la surconso du service. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont venir une fois par an, voire moins, et des gens qui viennent tous les jours. Mais c'est pas grave, tu vois, il y a des gens qui ne vont l'utiliser que quand ils déménagent. On déménage pas tous les ans, mais par exemple, quand tu déménages, mais c'est ultra facile. Enfin, c'est ultra sympa, tu vois. Et voilà, et en fait, c'est ça. Nous, l'objectif, c'est que le don devienne un réflexe, vraiment, dans la vie de tous les Français, et que la plateforme devienne un no-brainer, tu vois. C'est-à-dire que elle est là, elle existe, tout le monde le sait, tu l'utilises quand tu veux, elle est utile, tu as envie de récupérer, tu peux récupérer de manière complètement décomplexée, sans quels que soient tes revenus, quel que soit ton statut social, ton âge, peu importe, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, on veut l'installer, et on a des petits signaux qui nous font un petit peu kiffer, tu vois. On a des gens qui commencent à dire je vais giver un truc, tu vois. Ça c'est cool quand tu es une marque, tu vois. Parce que voilà, ça veut dire que ta marque elle commence à devenir un mot de la vie quotidienne, là, tu vois. C'est pas je vais donner un truc, non, c'est je vais giver un truc. Donc ça veut dire je vais utiliser Give, en fait, tu vois. Tu deviens un peu référent. Tu vois, c'est le Scotch, le Tipex. Enfin, c'est toutes ces marques qui sont devenues, tu vois, des mots de la vie courante, quoi. Donc voilà, donc nous, l'objectif, c'est vraiment de l'installer aujourd'hui en France. Et après, tu vois, on a envie d'être ambitieux, de se dire c'est un service qui peut se développer à beaucoup plus grande échelle. Donc c'est long, c'est très long, tu vois. Et en France, en plus, on n'est pas un pays très fort en B2C, tu vois. Tu prends le top 50 des apps dans ton iPhone ou dans ton Android, tu regardes le nombre de Français qu'il y a, c'est pas dingue, hein. Donc, parce qu'on est moins financé, parce qu'on sait moins faire, enfin pour 1 million de raisons. Donc voilà, donc écoute, nous on prend le temps, on reste une petite boîte, alors on a réussi à lever plusieurs fois, etc. C'est chouette, mais on est encore 15, tu vois. Donc on reste petit, optimisé, agile, voilà, et on se laisse le temps, quoi. Mais je
Je comprends totalement ce que tu dis parce que c'est le moment où je raconte ma vie. Donc, on mettra un petit timecode. Max raconte sa vie pour que vous puissiez skipper sur la vidéo. Mais je viens de déménager. Donc, il y a littéralement une semaine, je faisais mon emménagement. Et effectivement, parce que je me suis équipé de nouveaux objets, j'ai dû me débarrasser d'objets encombrants. Donc, effectivement, je confirme qu'en déménagement, on se rend compte qu'on accumule beaucoup de merde. Et donc, du coup, j'ai donné aussi beaucoup d'objets parce qu'effectivement, en fait, là, j'avais un appart plus grand, donc j'ai pris un vrai four. Donc, effectivement, mon mini-four, je me disais, bon, ça sert à rien de le vendre, je l'ai utilisé 4 ans, etc. Donc, autant le donner. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, certaines plateformes dont je ne citerai pas le nom m'apparaissaient pas comme évidentes à l'esprit pour ces sujets-là, effectivement. Donc oui, je comprends totalement et je m'identifie un peu à tout ce que tu as raconté jusqu'à maintenant sur Give et l'utilisation. Et tu parlais de l'international. Avant de parler du développement, je parlais d'une grosse actualité qu'il y a eu ces derniers temps. C'est la levée de fonds participative. Donc, tu es passé par une plateforme qui s'appelle Tudigo. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, une levée de fonds participative? Et après, nous en dire un peu plus sur les raisons qui t'ont poussé à passer par cette voie-là de financement, plutôt qu'une levée de fonds plutôt classique avec des investisseurs. Bien sûr. Alors, nous, on avait, si tu veux, en financement participatif, tu as, on va dire, deux grands types de financement. Nous, on a fait les deux. Juste avant le lancement de l'appli, on a fait un crowdfunding. Donc le crowdfunding, c'est presque un appel au don. J'exagère, mais pas loin. Sachant que nous, on n'avait pas de produit à vendre. Tu vois, par exemple, si tu lances ta marque de basket, tu dis voilà, les 1000 premières de basket, je les prévends et vous me financez, je vous envoie une paire, machin. Oui, en général, c'est comme ça que ça se passe sur Kickstarter ou Ulule. Exactement. Nous, c'était un KissKissBankBank dans lequel on a réuni 15 000 €, mais on n'avait rien à vendre, tu vois. Donc on a donné quelques goodies, etc. Donc on a fait. Mais là, par contre, tu aides un projet. Là, on a fait un crowd equity. Donc là, par contre, tu donnes des parts de la boîte. C'est-à-dire que, au même titre que à plusieurs moments de la vie de la boîte, on a ouvert le capital, c'est-à-dire on a fait rentrer des associés. Et du coup, nous, on s'est dilué petit à petit avec mon associé Florian. Là, c'est pareil. Sauf que via cette plateforme, via Tudigo, qui est une boîte bordelaise, qui travaille très bien, je leur fais un peu de pub, et avec qui ça s'est très bien passé. En fait, on s'est dit, on a une communauté, c'est complètement, tu vois, on a toujours été proche de nos utilisateurs, c'est complètement logique en fait de se dire, en fait, ils nous soutiennent en utilisant la plateforme. Peut-être que dans cette communauté, il y en a qui veulent aller plus loin, tu vois, et porter le projet avec nous, etc., et rentrer au capital. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc donc c'est un peu de travail quand même. Donc on a sollicité la communauté, Tudigo nous a accompagnés là-dessus, et finalement nous on a proposé à notre audience, devenez actionnaire de Give. Et en fait, on avait un objectif à peu près entre 500 et 1 million, et finalement on a fait à peu près 1,7 million, tu vois. Donc c'est très cool et c'est allé assez vite. Les gens étaient surmotivés. On a nos actionnaires historiques, on en avait, je crois, 12, une douzaine. Là maintenant, on en a 1600 à côté, mais qui sont, je te rassure, en fait, embarqués juridiquement dans un seul associé. Tu vois, parce qu'on peut pas avoir, parler à 1600 actionnaires, quoi. Donc en fait, on a un actionnaire, c'est un véhicule juridique, voilà, dans lequel on a 1600 actionnaires individuels. Et voilà, et là on est en train de... Alors peut-être quand ça sera publié, on aura fini, mais voilà, on est en train de finaliser ça. Et aujourd'hui, c'est une partie de la levée, parce qu'on a quand même été chercher dans ce process de levée. Donc on a la partie communautaire et une partie un peu plus professionnelle. On a nos actionnaires historiques qui ont remis au pot, qui ont réinvesti. On est allé chercher des nouveaux actionnaires, que ce soit des business angels ou un nouveau fonds d'investissement qui rentre. Et voilà, et ça c'est très chouette et ça va nous permettre de continuer à travailler sur Give, donc de consolider ce qu'on a déjà créé et d'être ambitieux sur la partie B2B, parce que la majorité de la levée va vraiment nous servir à creuser ce sillon là qui demande quand même beaucoup de ressources. Tu vois, pour l'instant, l'international n'est même pas un sujet, quoi. Oui, tu parlais tout à l'heure du fait que tu parlais avec tes homologues, ça ne t'intéresse pas soit d'aller marcher sur leur plate-bande, soit même de les racheter pour essayer d'étendre ta présence hors des frontières. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet qui vous préoccupe chez Give? Alors, déjà, en fait, si tu veux, on est tellement peu, tu vois, que moi, j'ai toujours parlé à... Alors, j'aime bien réseauter et j'ai toujours parlé à tous les concurrents. Alors, des fois, les gens ne veulent pas te parler, tant pis. Mais là, en l'occurrence, pour moi, ça va être, tu vois, c'est assez naturel et on échange quand même beaucoup de bonnes pratiques, tu vois. En fait, les difficultés qu'on rencontre, ils les rencontrent aussi. Aujourd'hui, on est sur des géographies qui sont très, très différentes. Et puis, au final, si tu veux, on est sur un sujet qui est tellement
tellement important, tellement conséquent qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Tu vois, c'est-à-dire que si on arrive tous ensemble à améliorer, tu vois, le nombre d'objets qui ne finissent pas à la poubelle et qui sont réutilisés, et voilà, et tu vois, on travaille tous sur de l'éco-responsabilité, etc. C'est enfin, on est des boîtes, mais des boîtes à impact, donc on est assez équilibré, tu vois, dans nos têtes aussi. Donc voilà, donc on échange beaucoup de tips, et après, franchement, nous, on est ouvert à plein de scénarios, tu vois, si au final l'histoire veut que, je sais pas, dans 4, 5, 10 ans, bah, tout ce marché se consolide, tu vois, et que plutôt que d'avoir plein de petites plateformes nationales, bah, finalement, ça devient une plateforme européenne dans laquelle on est tous intégrés, qu'on a réussi à trouver une formule intelligente, etc., au service, tu vois, de l'impact et de l'audience et de, tu vois, faire un truc costaud. Oui, ben, nous, on est ouvert à toutes les formules. En plus, tu dis, il y a plein d'homologues avec qui on s'entend bien. Il y en a peut-être qui vont émerger d'ici là. Euh, Quoi qu'il en soit, voilà, c'est toujours bien Alors, des fois, on échange des trucs assez précis. On partage pas toujours toutes les secrets de sauce. Ça dépend des. Tu vois, il y a aussi une petite confiance qui doit s'installer, Ouais. etc. Tu vois. Par exemple, avec l'équipe d'Olio, qui sont ces deux fondatrices, voilà, nos homologues britanniques. Franchement, alors là, je crois on est très très loin dans ce qu'on a partagé, tu vois. Vraiment, des infos très très précises sur leur business, elles en ont sur le nôtre. Et voilà, et c'est bien. Et après, vu qu'on s'entend bien en plus, vu qu'on a, voilà, on a des business cousins et qu'on s'entend bien, oui, il est possible qu'à un moment donné, on consolide et on se dise, bah voilà, on a deux. Et ça se fait beaucoup, hein, tu vois. Alors, qui rachète. Alors, c'est pas forcément qui rachète qui. Tu peux fusionner aussi. Te Ouais. dire, voilà, en fait, on est deux moyens ou un moyen très gros, voilà. Et après, tu fais tu vois, des parités d'action. Tu dis, voilà, Give, à l'intérieur de l'entité qu'on va créer, représente 30% de l'entité. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de scénarios possibles. Mais bon, on le fera que si c'est bien fait, que si on veut le faire, tu vois. Et tu parlais tout à l'heure aussi du business model de Give, l'abonnement, la publicité. Est-ce que Give aujourd'hui est rentable ou pas? Non, pas du tout. Alors, pas du tout, je dis ça comme si on était loin. On n'est pas très loin de la renta. Je pense honnêtement, et en plus là, avec la levée, là, c'est vraiment notre objectif très court terme. A priori, avec voilà, les objectifs qu'on s'est fixés, on devrait être rentable d'ici 12 à 18 mois. Donc, allez, 2024, normalement fin 2024, on est à l'équilibre. Oui, parce que justement, vous avez fait une levée de fonds et je me demandais si vous aviez pas peur aussi, parce qu'on est clairement rentré depuis 2022 dans une phase où les investisseurs sont beaucoup plus frileux, font aussi attention, mine de rien, au ROI et à la rentabilité potentielle des entreprises. Toi, du coup, tu es assez quand même confiant dans l'avenir, ça te fait... Bah, on reste petit. Tu vois. Ouais. En fait, c'est aussi un peu l'avantage d'avoir été un peu précautionneux, tu vois, depuis la création de la boîte sur les ressources, sur ce qu'on dépense, comment on fait, etc. On aurait pu, tu vois, embaucher beaucoup plus de monde. À un moment donné, tu vois, quand tu as de l'argent, ça peut te brûler les doigts un petit peu. De Oui, dire, oui, il ah, y il y a en a une plus beaucoup grosse qui font des équipe. levées de fonds pour Voilà. cracher effectivement beaucoup Voilà. d'argent. Ouais. Nous, on est même, honnêtement, tu vois, allez, on a quadruplé l'audience et le nombre de dons, etc. depuis 4 ans. Je crois qu'on est même un ou deux salariés de moins. Mais Vous pas êtes parce combien de que. salariés? Là, on est 15, tu vois. De mémoire, après notre première levée, je crois qu'on était monté à 18, tu vois. Euh, et en fait, aujourd'hui, alors par contre, on a vraiment une équipe beaucoup plus senior. Donc, en masse salariale, c'est peut-être plus conséquent. Faudrait que je regarde. Mais voilà, on sait qu'avec une équipe, allez, peut-être qu'on va embaucher encore deux trois personnes maximum. Mais voilà, faut trouver ce juste équilibre, tu vois, ressources, chiffre d'affaires. Et non, justement, on est assez confiant. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous permet de bénéficier encore du soutien de nos actionnaires actuels et tu vois, de peut-être même un peu de faire de temps en temps un peu sourciller positivement, je veux dire, certains invests qu'on a rencontrés, de voir en fait qu'avec une équipe assez resserrée, on a quand même beaucoup avancé. Tu Ouais. vois, Mais parce qu'aujourd'hui, c'est rassurant quoi. oui, c'est sûr que c'est rassurant, mais sur tes coûts, au final, tes plus grosses charges, c'est sur les serveurs et l'entretien du site après la masse C'est salariale. Ouais, c'est après la masse salariale, c'est ça. Ouais. On n'a pas grand chose en fait, hein, tu vois, c'est 80% de staff et après ouais 10-15% tu vois de runway sur ouais voilà, ça commence à les bases de données tout ça ça commence à chiffrer ouais. Ouais bah ouais, c'est pareil, tu fais des mailings, ça a des centaines de milliers de personnes, enfin ouais, ça commence à être costaud. Mais encore une fois, je pense qu'on, tu vois, on reset de temps en temps, on coupe ce qui dépasse, voilà, on optimise, on optimise, on optimise. Et puis voilà, on s'en sort comme ça. Mais c'est une culture
premier business angel, c'est un ancien de Kedge, que on va dire la fondatrice de la Business Nursery, qui est l'incubateur de Kedge, m'avait présenté. L'appli n'était même pas sortie. Hein. Je te dis ça, c'était en 2016. Et juste au début pour challenger le projet, tu vois. Et je le faisais avec beaucoup d'autres entrepreneurs à l'époque, et je le fais toujours, avec des gens de plus en plus seniors, tu vois. Et en fait, cet entrepreneur, il m'a donné des conseils. Je suis parti avec ses conseils, j'ai bossé, je suis revenu une ou deux fois comme ça. Et à un moment donné, assez rapidement, au bout de 2 mois, je crois, il m'a dit, je vais investir chez toi. Tu vois. Et en fait, notre première levée se fait comme ça. Parce qu'en fait, on s'entend bien, parce qu'il croit au projet, parce qu'il voit que peut-être on commence à bien exécuter, qu'il y a quelque chose à faire et que ça l'intéresse. Du coup, c'était une levée qui venait pas forcément de vous. Vous aviez peut-être... On savait qu'on devrait lever, mais on avait prévu ça dans 6 à 12 mois, tu vois. Ouais. Donc ça a pas mal accéléré les choses, etc. Donc, et c'est quelqu'un qui est toujours au capital, qui a réinvesti encore dans cette levée, il a mis dans tous les tours, etc. Il s'appelle Emmanuel Guyot, c'est un entrepreneur qui est extrêmement à la fois bienveillant, à la fois on va dire performant, calé, tu vois. Là, il vient de revendre sa 3e boîte, c'est que des boîtes dans le mobile, des très belles boîtes. Et voilà, et donc en fait, si tu veux, le parcours avec Kedge s'est fait de manière assez naturelle parce que donc moi je les ai sollicités parce qu'ils créaient au début un incubateur, et c'est grâce à eux que j'ai rencontré Emmanuel Guyot et que j'ai bénéficié de quelques ressources après coup. Et après ils m'ont dit, ah bah tiens, tu vois, ça a été vraiment graduel, quoi. Tiens, viens nous parler de comment t'as fait ça. Ok, j'y vais, pas de problème. Tiens, tu veux pas il galère sur ça, dis-lui comment t'as fait, ou jette un œil, etc. En fait, petit à petit, on est passé de une intervention dans l'année et 3 conseils à tiens, tu veux pas faire un petit peu de coaching, etc. Et aujourd'hui, finalement, tu vois, ça fait 4-5 ans que je bosse avec eux. Et oui, je donne un peu de mon temps pour coacher des startups, etc. Et c'est très cool. Et moi, je le fais encore. Tu vois, il y a encore des gens qui me donnent du temps, etc. Donc, et c'est pas des connaissances, tu vois, c'est plus des. En fait, la réalité, c'est qu'entre entrepreneurs, je pense qu'on partage peut-être des connaissances ou de l'expérience. Mais c'est aussi très rassurant tu vois, des fois tu te fais des montagnes de trucs qui te tombent sur la tête, et en fait quelqu'un va venir te rassurer, tu vois, t'inquiète, ça va bien se passer, c'est pas si important, c'est pas si grave, moi je l'ai déjà fait 3 fois, voilà comment j'ai fait, enfin tu vois, il y a beaucoup d'humains aussi, tu vois. On dit que l'entrepreneuriat c'est un métier qui est très solitaire, et c'est vrai, et d'ailleurs c'est pour ça qu'entreprendre tout seul c'est très difficile. Donc il y a aussi beaucoup d'humains, tu vois, les gens s'entendent bien, enfin il y a vraiment une connexion qui se fait qui est particulière. Et voilà, moi j'ai eu une très bonne expérience avec mon école. Il se trouve que je l'ai faite à Marseille, aujourd'hui je vais à Bordeaux, et à Bordeaux ils ont un énorme campus, voilà, qui est avec des ressources incroyables, etc. Donc franchement je le fais vraiment parce que je le fais avec plaisir. Tu vois, c'est pas je le ferais pas sinon. Et justement, puisqu'on est dans la transmission et tu parlais aussi du côté réassurance, tu as monté plusieurs petits projets qui n'ont pas forcément marché, tu le disais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans l'aventure de Give d'être un peu démoralisé, de te dire bah, c'est un nouveau projet qui ne va pas marcher, vas-y, j'arrête tout. Et si ça t'est arrivé, comment tu as fait pour essayer de ne pas sombrer dans ce pessimisme et pas te laisser envahir par un peu ces mauvaises ondes et ces mauvaises pensées? En fait, comment dire, je pense qu'avec l'expérience, et c'est peut-être aussi un trait de caractère qui se développe aussi, hein, tu vois, qui s'affirme avec le temps. Alors, je vais te répondre autrement. Déjà, moi, je suis complètement détaché émotionnellement de ma boîte. J'aime ma boîte. Tu vois, je suis très content d'être entouré d'une équipe au top. J'aime la mission de ma boîte, etc. Machin. Mais, comment dire, c'est pas mon bébé, tu vois. Je suis pas l'entrepreneur qui dit ma boîte c'est mon bébé. Non, j'ai des enfants à côté. Je crois que t'es le premier que je reçois qui est comme ça. C'est vrai. Ouais. Bah, moi c'est pas du tout mon bébé, tu vois. Je suis parce qu'en fait ça me permet aussi d'être très très réaliste, et justement de pas m'apesantir sur un truc qui marche pas. Ok, ça marche pas, bon bah on teste autre chose, tu vois. C'est plus mon taf, c'est plus de justement d'évaluer les priorités, tu vois, de lancer les bons projets, de m'entourer des bonnes personnes, de donner les bonnes responsabilités. Enfin voilà, en fait Give aujourd'hui tel qu'il existe est assez différent de la vision que j'en avais même il y a 7-8 ans, tu vois. Et c'est justement parce que je suis assez détaché émotionnellement du truc que je vais le laisser en fait voguer et vivre et vers quelque chose de performant, tu vois, et qui fonctionne dans l'intérêt de l'équipe, de la boîte, de la mission, tu vois, dans un intérêt très collectif. Si tu es trop attaché, moi je pense que si tu es trop attaché à une vision précise, tu veux pas réaliser une boîte, tu veux réaliser une sorte d'œuvre, tu vois. C'est en fait
si tu crées quelque chose et tu as une vision très restreinte en disant c'est ça que je veux créer, bah finalement si c'est pas ça que le marché va accepter, si c'est pas ça qui doit fonctionner, bah en fait tu vas peut-être te taper la tête contre le mur et à la fin être très déçu, tu vois. Donc moi tu vois entre guillemets, tiens, je vais donner un exemple très concret. On met en prod des trucs qui me plaisent pas parce qu'en fait la boîte, le service c'est pas pour moi. Il est pour les gens, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu vois, je suis pas du tout à dire ça c'est moche, ça c'est machin. Enfin, en fait, je m'en fiche, tu vois. C'est parce que je suis pas là pour réaliser mon petit caprice. Tu vois, on fait le truc pour les autres, tu vois. Et ça, on le répète à toute l'équipe tout le temps. Donc, étant donné que je le fais pas, alors je suis évidemment actionnaire de la boîte, mais aujourd'hui tu vois, on est une douzaine plus maintenant tous les actionnaires Tudigo. Donc c'est un truc très collectif, tu vois. C'est pas un truc perso. Tu vois, je suis très content de travailler sur le sujet sur lequel je travaille. J'espère que... Tu vois, moi, je me projette même sur d'autres boîtes. Tu vois, j'ai 39 ans, je me dis, allez, j'ai peut-être le temps d'en créer encore 2. Tu vois, 3, peut-être, je sais pas. Peut-être plus, s'il y en a plein de qui foirent, tu vois. Mais non, et pourtant, par contre, le truc qui me donne énormément de satisfaction, c'est de voir l'utilité du service, tu vois. Mais encore une fois, je suis pas l'artisan du... Tu vois, au tout début peut-être un petit peu, mais maintenant on est une équipe, etc. Enfin, donc non, moi tu vois, c'est mon taf, j'adore mon taf, mais c'est mon taf. Et du coup, j'allais te demander comment t'imagines Give dans quelques années. Mais je suppose que tu pourras me donner une vision qui sera peut-être pas forcément ce à quoi ressemblera Give dans 5 ans, puisque comme tu le disais, tu le laisses un peu voguer et évoluer en fonction de la demande des gens. Mais est-ce que tu as quand même quelques lignes est-ce que tu as imaginé quelques pistes pour l'avenir, les 4-5 prochaines années? En fait, si tu veux, ma vision à date, elle ressemble un petit peu au Bon Coin. C'est-à-dire que ma vision du Bon Coin aujourd'hui, c'est une plateforme un peu à deux niveaux. Tu vois, c'est une plateforme dans laquelle tu as un usage historique qui est utilisé par la France entière et qui répond à un besoin pour la France entière, mais qui n'est pas ce qui lui permet de vivre, entre guillemets. Tu vois, aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est une boîte qui fait, c'est dans un groupe, qui fait beaucoup plus de chiffre d'affaires grâce à son modèle B2B2C, donc l'IMO, tu vois, le recrutement, etc., et qui permet de financer son usage historique qui rend service à la terre entière. Grosso modo, sur Le Bon Coin, tu vas, je sais pas, 100 fois dans l'année, mais en fait, tu leur crées vraiment de la valeur quand tu achètes un appart. Parce que tu l'as trouvé sur Le Bon Coin et que les agences payent une fortune pour être présents sur Le Bon Coin. Ma vision à terme, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est que la plateforme C2C continue de grandir, qu'elle rende service, qu'il y ait des millions d'objets qui passent, etc. Tu vois, qu'on fasse fois 100, fois 1000 sur les volumes, etc. Mais qu'en fait, qu'on réussisse à craquer quelque chose en B2B qui va avoir plus de valeur et qui va nous permettre, en fait, de maintenir, tu vois, cette plateforme, cet usage, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, ça, c'est pas une vision que j'avais à l'époque. Et aujourd'hui, quand je vois les trous dans la raquette qui existent dans le retail, par exemple, en fait, tu te dis, mais si on arrive à les aider eux, mais en fait, en termes de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus conséquent ce qu'on peut aller chercher que des abonnements à 25 € mis bout à bout. Tu vois. Et au final, à terme, allez, si on tire vraiment le trait, si un jour on peut revenir sur du 100% gratuit sur Give, juste avec des mécaniques de crédit, etc., et n'être financé que par le B2B, tu vois, moi j'aimerais que potentiellement, c'est peut-être ce qui arrivera. On a encore des années avant d'arriver à ça, hein, parce qu'on est vraiment au tout début de l'histoire. Mais, et puis voilà, et puis après, je te dis, donc exister, devenir un réflexe, mûrir, et puis voilà, se déployer, tu vois, devenir un service qui a du sens à grande échelle, quoi. Très grande échelle même. Et donc ça, c'est un peu ce que t'imagines et t'anticipes à long terme. Et on en a parlé, il y a eu plein de nouvelles fonctionnalités. Alors, il y a eu l'abonnement, il y a eu le don alimentaire, la reprise, le déstockage. C'est quoi la prochaine nouveauté de Give qui va arriver là dans quelques semaines, quelques mois? Alors, la reprise, c'est un service que les utilisateurs ne voient pas directement dans l'application. Okay. Parce qu'en fait, c'est un service qui est proposé en magasin. Okay. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on est tombé sur Conforama. Quand tu vas acheter ton canapé chez Conforama, c'est Conforama qui te propose de le donner sur Give. Et en plus, il te reward aussi des fois avec un bon d'achat, etc., pour t'inciter à le faire. Donc ça, c'est un service qui est en dehors, tu vois. Donc la réalité, la vraie prochaine nouveauté que les utilisateurs vont voir petit à petit se développer, tu vois, ils vont voir ça commencer à popper dans leur ville, là, sur l'année, sur les 24 mois qui vont arriver, c'est les comptes pro. Donc c'est des enseignes qui vont soit déstocker à prix très réduit. Tu vois, minimum, on part sur du moins 40, moins 30%, ça peut aller jusqu'à moins 80%. Et ça répond aussi à... En fait, si tu veux, nos utilisateurs, ils consomment en parallèle.
Donc nous, on veut aussi capter une partie de leur pouvoir d'achat et de leurs besoins d'équipement. Parce que c'est complètement illusoire de penser aussi que tu peux t'équiper à 100% sur Give. Tu peux beaucoup t'équiper, et il y en a qui y passent énormément de temps. Typiquement, les étudiants, ils passent énormément de temps, donc ils récupèrent beaucoup. Tu vois, mais ils sont aussi moins regardants sur à faire matcher les objets, par exemple. Tu peux avoir un canapé rouge, une table qui n'a rien à voir, parce que c'est du temporaire. Tu vois. Donc voilà, la vraie nouveauté, c'est ça. Et à terme, on veut vraiment essayer de continuer de développer cette expérience C2C et vraiment rester focus sur le don et amener cette nouvelle Vertical Pro qui sera une section complètement en dehors, dédiée aux pros, dans laquelle ils pourront donner, ils pourront vendre. Et voilà, on va se retrouver un peu avec cette plateforme à double verticale, tu vois, avec 2 verticales. Et voilà. Mais par contre, on veut vraiment pas dénaturer l'expérience initiale de don. Tu vois, on n'a pas du tout pour projet d'intégrer de la vente entre particuliers, par exemple. Ça, c'est autre chose. C'est un autre usage. C'est pas les mêmes critères. Tu vois, j'ai pas arrêté de dire que vendre, c'est relou. Je vais pas t'annoncer qu'on va lancer la vente entre particuliers, quoi. Non, c'est vraiment un autre business. Tu vois, c'est vraiment un autre usage. Par contre, voilà, on pense que le don entre particuliers n'est pas du tout incompatible avec. Tu vois, c'est tout bête, mais tu veux récupérer un canapé, tu n'y arrives pas. Si en face on te dit on sait très bien que tu n'arrives pas à récupérer un canapé et quoi qu'il en soit, il y a moins de canapés que de demandes de canapés, voilà, regarde, il y a lui là qui déstocke à, je sais pas, moins 80. Si tu as un peu de budget, regarde quoi. Et là, le modèle est un peu différent aussi. On arrive au terme de cette interview. Merci beaucoup pour cet échange. Avant de conclure, en fait d'ailleurs c'est toi qui vas faire la conclusion. Je vais te laisser le petit mot de la fin. Donc ça peut être un mot pour directement adresser aux étudiants, un mot sur Give, tout ce que tu veux. C'est à toi. Alors le mot de la fin, avec grand plaisir. Le seul conseil que je me permettrais de donner à des étudiants, c'est de garder en tête qu'une entreprise, c'est quelque chose de collectif. Que rester la tête dans son guidon, dire qu'on pensait qu'on a la science infuse, qu'on a l'idée du siècle, etc., et de ne pas en parler, c'est la pire bêtise à faire. Et je dis bêtise, mais j'ai envie de dire connerie, la pire connerie à faire. Et voilà, et se dire que tout ça n'est qu'énergie collective, qu'il faut s'inspirer, il faut rencontrer, il faut discuter, etc. Alors, il ne faut pas non plus y passer trop de temps. Pas faire tous les cocktails de la French Tech, sinon on oublie de bosser sur sa boîte. Mais voilà, il faut savoir s'entourer, il faut écouter, il faut être ouvert. Et voilà, une boîte, c'est ça, c'est une aventure collective. Il faut je pense, le développer comme ça. Et en France, on a la chance d'avoir des ressources hallucinantes, que ce soit dans les écoles ou en dehors. Pour développer sa boîte, il faut en profiter à fond, quoi. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire et puis ces conseils, et l'histoire de Give aussi. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de Business School.